de bassin versant Lac-Saint-Jean, c'est un organisme qui a été créé il y a bientôt 10 ans. En fait, il a été créé pour répondre à la loi sur l'eau qui a été adoptée en 2009. À ce moment-là, le gouvernement du Québec a décidé que la gestion intégrée de l'eau devait se faire à l'échelle de l'ensemble du Québec méridional. Puis le territoire a donc été découpé en 40 zones de gestion intégrée de l'eau. Et nous, l'organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean, on est responsable de la gestion de la zone Lac-Saint-Jean, qui est en fait un très grand bassin versant de 72 500 km². Donc qu'est-ce que ça fait un organisme de bassin versant? Nous, on répond à ce qui est inscrit dans la loi sur l'eau. C'est à l'intérieur de cette loi que notre mandat il est précisé. Notre mandat, c'est simplement de travailler en concertation avec les acteurs de l'eau. Les acteurs de l'eau, c'est les acteurs du monde municipal, les municipalités, les MRC, les acteurs du monde communautaire, donc différents organismes comme des associations de riverains ou des regroupements, divers comités de bassin versant, où on travaille aussi avec des groupes environnementaux. Et également le secteur économique qui est très important dans la région. Donc on travaille notamment avec Rio Tinto, Produits Forestiers Résolus, des représentants du monde agricole. Donc avec tous ces acteurs-là, on travaille en concertation pour élaborer ce qu'on appelle un plan directeur de l'eau. Ce plan directeur de l'eau, c'est un document de planification qui nous permet de décider des grandes orientations en matière d'eau sur notre territoire. Donc ça nous permet de protéger, mettre en valeur et restaurer la ressource en eau pour nous assurer du maintien des usages en lien avec cette ressource-là. Donc avec ces acteurs-là, on a élaboré le plan directeur de l'eau qui a été déposé en 2012, qui a été finalisé en 2012. Donc maintenant, qu'est-ce que l'OBV fait? C'est qu'on fait un suivi de la mise en œuvre. On regarde sur l'ensemble de nos territoires quelles sont les actions qui sont réalisées pour répondre aux grandes orientations que les acteurs de l'eau se sont fixées. Puis on mobilise aussi les acteurs. Les intervenants ne vont pas forcément passer à l'action par eux-mêmes, ça peut arriver, mais notre rôle c'est aussi de les informer, de les sensibiliser et de leur donner les outils pour qu'ils puissent mettre en œuvre différents projets pour améliorer la qualité de l'eau sur notre bassin versant. Alors les milieux humides, c'est l'ensemble des sites qui sont inondés ou dont le sol est gorgé d'eau au moins une partie de l'année. Et ça a un effet sur le sol, le type de sol qu'on va retrouver et sur la végétation. Donc en fait, les caractéristiques d'un milieu humide, on va les retrouver à la fois dans le sol et dans la végétation parce qu'on va avoir des éléments qui vont être typiques qu'on va retrouver. Par exemple, pour savoir si on est bien sur un milieu humide, on va regarder les différentes plantes qu'il y a autour de nous, que ce soit des plantes herbacées, des arbustes, des arbres. Mais parfois, on va se retrouver dans un milieu humide sans le savoir, parce qu'on peut avoir des milieux humides qui sont plus boisés, comme par exemple des marécages. Donc là, il faut regarder le sol, et c'est grâce au sol qu'on va savoir si on a des caractéristiques de milieu humide ou pas. Donc on prend un petit échantillon de sol pour vérifier sa composition, et là on va trouver des indices qui vont nous dire s'il y a de la présence d'eau ou pas dans le sol. En fait, au Québec, on caractérise les milieux humides selon 4 grands types. Il y a les étangs. Les étangs, c'est des superficies d'eau peu profondes. L'eau est profonde de moins de 2 mètres. Puis on va retrouver surtout dans les étangs des plantes aquatiques. Il y a les étangs, les marais. Donc les marais, là, on retrouve principalement des cirpes, des quenouilles, des carex. C'est vraiment des espèces herbacées. On retrouve également des marécages. Donc là, les marécages, la particularité d'un marécage, c'est que c'est boisé. Donc c'est là où il va falloir parfois vérifier si on est vraiment dans un milieu humide ou pas, parce que selon la période de l'année où on va être sur le milieu, il n'y aura peut-être pas d'eau. Parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, il n'y a pas présence d'eau 100% du temps dans ces milieux-là. Il peut y avoir seulement, par exemple, à la période
à la période de la crue, de la fonte, il peut y avoir un apport d'eau qui est seulement temporaire, mais qui va être suffisant pour avoir une influence sur le sol puis sur la végétation. Donc quand on se promène dans un marécage, on peut voir aussi des traces de la présence d'eau, même s'il n'y a pas d'eau au sol, si on n'a pas l'impression que c'est vraiment humide. Si on regarde les arbres, on va pouvoir voir au niveau des troncs par exemple, on est capable de voir des traces que l'eau a pu laisser. On peut voir aussi souvent qu'on va avoir les racines qui vont être en dehors du sol, ou on peut avoir des troncs qui sont assez atrophiés. Donc ça c'est des éléments qui nous donnent l'information comme quoi on est bien localisé dans un milieu humide. Dans la MRC de Maria-Chapdelaine, il y a la plaine du lac Saint-Jean et puis il y a aussi le plateau canadien. Et dans la plaine et le plateau, on ne va pas retrouver les mêmes types de milieux humides. La plaine du lac Saint-Jean a été cartographiée assez récemment, donc on a quand même une information très précise sur les milieux humides qui sont localisés sur cette plaine-là. On sait d'ailleurs qu'il y a 24% du territoire qui est recouvert par les milieux humides dans la plaine du lac Saint-Jean. Et on retrouve principalement des grands complexes de milieux humides, par exemple des tourbières. Et également des marécages, donc beaucoup de tourbières boisées et de marécages boisés aussi. On a particulièrement un très gros complexe de milieux humides dans le secteur de la Pointe Racine qui s'est créé en fait au niveau de l'ancien delta de la rivière Mistassini, quand le glacier s'est retiré il y a environ 10 000 ans. À ce moment-là, il y a beaucoup de sable, beaucoup de matières qui ont été apportées par les grandes rivières. Et puis ça a permis après la formation de milieux humides. Et quand on regarde ce site-là, au niveau de la Pointe Racine, c'est un énorme milieu humide, mais c'est diversifié. En fait, quand on dit milieu humide, on ne va pas trouver juste un marais isolé. C'est vraiment différents types, différents complexes dans lesquels on va retrouver tourbières, marécages. C'est comme une genre de graduation finalement de milieux humides. Et on peut voir par exemple sur ce milieu humide dont je parle, au niveau de la Pointe Racine, qu'il y a différentes activités humaines. Par exemple, on fait de l'exploitation de la tourbe. C'est aussi une ressource qui est utilisée en horticulture. Il y a aussi des cannes bergères qui sont installées là. Donc les milieux humides sont aussi exploités. En fait, si on veut, pourquoi on voudrait protéger nos milieux humides? On pourrait les protéger notamment parce qu'ils nous rendent de nombreux services. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de regarder à l'échelle de notre territoire quels sont les milieux humides les plus importants. Par exemple, on peut regarder une prise d'eau potable. On va regarder dans le bassin versant de cette prise d'eau quelles sont les fonctions que peuvent jouer les écosystèmes pour protéger cette ressource, la source d'eau potable. Puis à ce moment-là, ce qu'on peut simplement faire, c'est de dire ces milieux-là, on les protège, on s'assure qu'il ne va pas y avoir des activités humaines qui vont venir les impacter. En fait, les milieux humides, que ce soit au Québec, ailleurs au Canada, en Europe, partout dans le monde, c'est des milieux qui ont beaucoup été détruits pour différentes raisons, simplement pour aménager le territoire. Ils ont beaucoup été drainés en milieu agricole, ils ont été remblayés pour faire des quartiers résidentiels. C'est vrai que souvent, effectivement, il y a des activités comme des véhicules récréatifs qui peuvent aller circuler dans les milieux humides parce que c'est des milieux intéressants pour eux. C'est ce type de milieu-là qu'ils recherchent dans leurs activités. Mais là, ça peut avoir des impacts quand même importants au niveau de la biodiversité qu'on y trouve. Donc, si on veut protéger ces milieux-là, il y a des mesures qui peuvent être prises. Il y a d'ailleurs un projet très intéressant qui a été mené dans le secteur de la baie de Parmingan, notamment pour éviter que les 4 roues circulent dans le milieu humide. C'est un milieu humide qui a une grande valeur aussi parce qu'il renferme des espèces à statut particulier. Donc c'est des espèces qui sont rares, qu'il faut protéger. Donc c'est important de s'assurer que les activités humaines ne vont pas nuire au maintien de cette espèce-là.
Il y a plusieurs années, les acteurs de l'eau du bassin versant du lac Saint-Jean ont décidé de lancer un projet pour faire connaître l'importance des milieux humides, parce qu'on avait le constat qu'il y avait encore beaucoup de méconnaissances sur le rôle et l'importance de ces milieux, puis que ça ne favorisait pas leur protection. Donc l'idée, ça a été de lancer la route des milieux humides, de créer un réseau, un parcours de milieux humides qui existent déjà, qui sont déjà mis en valeur par différents partenaires dans la région. L'objectif de ce réseau, c'est simplement de favoriser la visibilité, puis d'encourager la population à aller visiter ces sites-là. Il y a énormément de choses à découvrir sur ces milieux-là. Il y a des panneaux d'interprétation, il y a des petits parcours, il y a des belvédères pour observer les oiseaux. Puis nous, on encourage aussi différentes organisations à créer des petites activités là, de découverte dans ces milieux-là. Ce qui est important, c'est de comprendre c'est quoi la nature qui nous entoure, à quoi elle sert. Puis je pense que c'est vraiment de cette façon-là qu'on va réussir à mieux protéger nos ressources. Avec la route des milieux humides, on essaye aussi de mettre en valeur l'ensemble des activités qui peuvent être réalisées sur un milieu humide. Par exemple, les milieux humides, ils abritent une diversité assez étonnante d'oiseaux. Donc ça peut attirer les ornithologues amateurs. On peut avoir des oiseaux qui viennent de passage simplement, c'est une halte migratoire au cours de la migration printanière ou automnale. Mais on a aussi des oiseaux qui viennent nicher sur les milieux humides. On a aussi des canards, donc il y a toute une diversité à ce niveau-là. C'est aussi des milieux qui sont intéressants pour la pêche. Il y a beaucoup de poissons qui viennent frayer ou s'abriter dans les milieux humides, donc notamment dans les marais. Donc c'est des sites qui peuvent être intéressants à certaines périodes de l'année pour les pêcheurs. Puis au niveau du loisir, il y a aussi la pratique du canot qui permet d'avoir aussi un autre point de vue sur les espèces, sur la faune. Quand on se balade en canot, généralement les oiseaux ils sont plus accessibles, on peut mieux les observer. Donc c'est vraiment une autre façon de découvrir notre territoire. Les milieux humides, ils remplissent plusieurs fonctions. C'est un écosystème qui est vraiment important. Notamment les milieux humides, il faut comprendre que c'est pratiquement comme une grosse éponge. C'est-à-dire que c'est un milieu qui est vraiment, qui va permettre d'absorber l'eau. Donc quand on a des précipitations importantes, l'eau va s'écouler, elle va passer par les milieux humides, puis elle va rester en quelque sorte emprisonnée à l'intérieur. Ce qui veut dire qu'on va avoir une accumulation d'eau. Donc c'est à ce moment-là qu'on va voir aussi à quel point c'est un milieu qui devient humide. Donc des milieux qui peuvent sembler un peu plus terrestres vont pendant une certaine occasion devenir vraiment très chargés en eau. Ce qui est intéressant de ça, c'est que ça nous permet de garder l'eau dans ce milieu-là, puis ça évite qu'elle se ramasse tous au cours d'eau au même moment. Donc ça permet d'éviter qu'il y ait des coups d'eau. Ça, c'est vraiment une fonction qui est hyper intéressante parce que dans un contexte où on parle de changement climatique, on prévoit qu'il va y avoir des précipitations beaucoup plus fortes, beaucoup plus intenses sur des petites périodes de temps. Donc, ça permet d'éviter qu'on ait des coups d'eau dans les cours d'eau, puis ça permet d'éviter les risques d'inondation. Les inondations, on le voit beaucoup dans les dernières années, c'est un phénomène qui est de plus en plus présent partout un peu au Québec. On le voit un peu au sud surtout, mais dans la région, on en a eu quand même un peu dans les dernières années. Puis les milieux humides, c'est quelque chose qui permet justement d'éviter ces problèmes-là d'inondation. Une autre fonction intéressante des milieux humides, c'est qu'une fois qu'ils ont gardé leur eau puis que les précipitations terminent, là, on va arriver dans une période où l'éponge était chargée d'eau, puis graduellement, elle va se libérer. Donc, le milieu humide va remettre de l'eau, il va la redonner finalement, qui va se libérer graduellement. On peut avoir un milieu humide qui est en bordure d'un cours d'eau. Donc là, il va permettre d'alimenter le cours d'eau. Donc, si on a une période, puis encore une fois, dans les changements climatiques, ça va être ça, mais si on a une période avec de la sécheresse sans précipitation, les milieux humides rechargent l'eau. Donc, ça permet de garder un certain niveau minimum dans les cours d'eau. Là, on parle de la recharge dans les cours d'eau, mais la recharge peut se faire aussi pour l'eau souterraine. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne pense pas nécessairement tout le temps, mais le milieu humide a une belle connectivité avec nos nappes d'eau phréatique. C'est important d'avoir assez de milieux humides dans la région parce que cette recharge-là va permettre de garder la nappe vraiment à un bon niveau, surtout que on utilise l'eau de la nappe phréatique pour différentes raisons, notamment la consommation avec notre eau potable. Donc c'est important d'avoir des milieux humides qui nous permettent de faire la recharge de notre nappe phréatique.
Les milieux humides ont aussi plusieurs autres fonctions, notamment le maintien de la biodiversité. C'est des milieux qui sont très, très riches en termes d'habitat, de diversité, de faune, de flore. Donc, c'est vraiment un élément qui est très important. Une autre fonction super intéressante des milieux humides, c'est leur capacité à filtrer l'eau. Donc, quand on pense par exemple à un marécage ou à un marais, on imagine l'espèce de masse d'eau avec des plantes un peu au travers. Bien, les plantes, ce milieu-là va déjà permettre à l'eau de s'accumuler. Avec les plantes, ça va limiter le mouvement de l'eau. C'est-à-dire que tout ce qui est dans l'eau va maintenant pas se décomposer, mais se déposer au fond du milieu humide. Donc, tout ce qui était particules, par exemple des particules de sable, si l'eau arrive est un peu plus brune, rendu dans le milieu humide, ça va décanter, puis l'eau qui va ressortir de l'autre côté va être plus propre. Donc, ça a cette fonction-là. Mais un peu comme pour les bandes riveraines, le fait d'avoir des plantes, ça permet avec le système racinaire de capter tout ce qui est dans l'eau. Donc, tout ce qui était éléments nutritifs comme le phosphore, donc les polluants proprement parler, c'est le milieu humide qui va les capter. Donc, encore une fois, à la sortie du marais ou du milieu humide, on va avoir une qualité d'eau qui est beaucoup plus bonne. Une autre fonction intéressante, un milieu humide, c'est des plantes en grande partie. Donc, les plantes, ils permettent de capter le gaz carbonique. Donc, quand on parle de changement climatique, d'avoir des milieux humides, ça permet de participer à la lutte au changement climatique via la captation du carbone qui reste emprisonné dans nos plantes, dans nos milieux humides. Donc, les milieux humides ont vraiment plusieurs fonctions, ils jouent plusieurs rôles. Puis, c'est sûr qu'on pourrait se dire que les technologies, les techniques humaines qu'on a développées nous permettent de jouer les mêmes rôles. Par exemple, pour la purification de l'eau par les milieux humides, on pourrait penser au système de traitement des eaux potables ou des eaux usées. Maintenant, c'est sûr que oui, on a des techniques qui nous permettent de jouer les mêmes fonctions, mais les coûts deviennent très, très grands pour faire ces techniques-là. Puis en plus de construire ces aménagements-là, il y a toujours la question de l'entretien. Donc, il y a beaucoup de coûts associés à remplacer ce que la nature nous fait gratuitement. Il y a des études qui ont été faites pour évaluer la valeur des milieux humides, à quel point vraiment ils nous apportent de l'argent comparativement à si c'était nous qui devions reproduire les services. Les études varient beaucoup parce qu'évidemment, ça dépend des types de milieux, des fonctions que chacun joue, mais en général, on parle d'environ de 15 000 à 20 000 par hectare et par année pour un milieu humide. Donc, on peut imaginer que dans notre territoire, on a beaucoup de milieux humides, donc la nature nous donne beaucoup de valeur monétaire en service qu'il faudrait compenser si jamais on venait qu'à les perdre. Canards Limités, c'est un organisme à but non lucratif qui fait la protection, la conservation des milieux humides au bénéfice de la sauvagine nord-américaine et aussi pour promouvoir un environnement sain pour la faune et les humains. Pour accomplir notre mission, Canards Limités a un programme en 3 volets. C'est-à-dire, on a le savoir, donc pour savoir sont où les milieux humides, pour pouvoir en faire la protection. On fait une cartographie des milieux humides. On a fait une cartographie détaillée des milieux humides qu'on a développée avec le ministère de l'Environnement. Donc, ça, c'est notre volet savoir. On a aussi un volet avec le savoir, on fait de la recherche en forêt boréale. Par la suite, quand on a le savoir, on peut agir sur le territoire. Canards Limités est spécialisé dans la restauration de milieux humides, la protection des milieux humides. Donc, quand on a la cartographie, on peut savoir sont où nos milieux humides à protéger. Par la suite, on a aussi un volet sensibilisation, donc au niveau des politiques publiques. Et puis, on a un volet éducation avec des jeunes dans des écoles secondaires. C'est les centres d'excellence des milieux humides. C'est vraiment des enseignantes qui prennent le volet des milieux humides, qui l'adaptent dans leur classe. Canards Limités, au Québec, on est actif depuis 1976. On est un organisme national, donc on a des bureaux dans chaque province et puis notre siège social est à Winnipeg. À Winnipeg, on a fêté notre 80e année, v'là 2 ans. Et puis, donc voilà, au Québec, ça fait quand même 42 ans qu'on est actif. Nous, pour aider à préserver, dans le volet de cartographie, on a fait un projet de cartographie qu'on a développé avec le ministère de l'Environnement. C'est un volet, on a fait en 2009, on avait comme idée, notre idéal était de cartographier les milieux humides à l'échelle des basses terres du Saint-Laurent et la plaine du Lac-Saint-Jean. On vient de terminer la plaine du Lac-Saint-Jean qu'on a remis en avril dernier aux partenaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des projets qui sont en partenariat avec plusieurs partenaires, dont les MRC, les municipalités, les organismes de bassin versant, différentes organisations. On a des dons privés qui viennent pour faire la cartographie des milieux humides.
C'est un partenariat qui a été fait avec les 2 organismes de bassin versant, donc le Lac-Saint-Jean et le Saguenay, la Ville de Saguenay, les 4 MRC, donc MRC du Fjord du Saguenay, MRC Maria-Chapdelaine, Domaine du Roi et Lac-Saint-Jean-Est. Il y a aussi le territoire Mastéhuache qui a participé et Rio Tinto qui est venu faire une participation avec un don majeur là, au projet. C'est un projet de 800 000 $ qui a été élaboré avec plusieurs partenaires. La cartographie aide à accomplir la mission de Canard Limité parce que c'est vraiment un outil de planification. C'est un outil de planification territoriale pour les municipalités et pour Canard Limité. On peut faire la priorisation, on peut rechercher des sites. Donc, Canard Limité, on a une équipe de protection des milieux humides puis une équipe de restauration. Donc, on peut rechercher des sites qui vont être en lien avec la cartographie, là, avec des analyses spatiales là, plus poussées. Eux aussi, ça va beaucoup les aider à faire la planification. Depuis 2017, on a eu une loi qui fait la protection des milieux humides au Québec. On est la seule province d'ailleurs au Canada qui a cette loi-là pour faire la protection des milieux humides. On a une séquence qui vient éviter, minimiser ou compenser. Donc, la cartographie vient aider pour savoir sont où les milieux humides puis pouvoir faire l'aménagement du territoire et en faire la protection s'il y a lieu. En lien avec la loi sur les milieux humides, les MRC vont avoir le devoir de faire un plan régional de conservation des milieux humides. Donc, ils vont faire des analyses spatiales avec la cartographie pour identifier quelles zones seraient à conserver en lien avec les indicateurs hydrologiques et aussi les fonctions écologiques des milieux humides. La cartographie détaillée des milieux humides, c'est ça, c'est un projet, c'est une équipe de réalisation, Canard Limité et Ministère de l'Environnement. C'est de la photo-interprétation. Donc, on prend des images en 3 dimensions. Maintenant, on a des logiciels pour traiter les images. On a des lunettes pour voir en 3 dimensions. On travaille avec 2 logiciels systématiquement pour faire la photo-interprétation. Donc, le territoire de la plaine du Lac-Saint-Jean, de la MRC Maria-Chapdelaine, a été balayé systématiquement, l'ensemble du territoire, pour venir identifier les milieux humides. Chez Canard Limité, on est une équipe de 4 photo-interprètes. C'est 4 techniciens forestiers qui sont spécialisés dans la photo-interprétation. La photo-interprétation nous permet de voir les essences. Donc, on peut savoir si on a du thuya, si on a de l'érable rouge, du cèdre sur le territoire. Donc, la photo-interprétation nous permet de voir les essences, puis aussi le 3 dimensions, de voir la topographie sur le territoire pour venir identifier et classifier les milieux humides. Ensuite de ça, on a une étape de validation au terrain. Donc, on fait la validation pour répondre à des questions que le photo-interprète va avoir. Puis là, on vient faire des points de validation. En moyenne, on valide environ 5 à 10 du territoire là, en milieu humide. Donc, puis par la suite, on fait aussi un survol aérien. Donc, on peut avoir accès à toutes les photos aériennes qui sont prises. On fait un survol au printemps et en été. Ces photos-là vont servir à la photo-interprétation pour venir soit classifier le milieu humide ou bien venir aider à la délimitation du milieu humide. Donc, elles sont consultées et elles peuvent venir augmenter le niveau de confiance du photo-interprète. Par la suite, on a une étape aussi avec les partenaires régionaux de venir présenter la donnée qui est préliminaire. Donc, on vient présenter la donnée pour intégrer les connaissances des partenaires de la région à la cartographie. Ensuite de ça, on refait un balayage, on intègre les données qu'on a vues au terrain, les données qu'on a vues au survol. Après, on intègre les données des partenaires dans la cartographie. Et puis, on a aussi, ensuite de ça, bien là, on procède à... On fait la livraison des données avec les partenaires. On a un rapport méthodologique qu'on peut retrouver sur le site de Canard Limité. Canard Limité fait aussi de la sensibilisation puis le développement d'outils géomatiques. Sur le site de Canard Limité, canard.ca, on peut avoir accès à la carte interactive des milieux humides. Puis on a accès à la carte interactive de la plaine du Lac-Saint-Jean via le site Internet de Canard Limité. Salut à tous qui m'écoutent à la maison. Ça, c'est une drôle de salutation. C'est pas grave, on est rendu proche. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de comment sauver l'eau. Quelques trucs super simples que vous connaissez peut-être déjà, mais c'est toujours bien de se les rappeler. Donc, le premier, ce serait de fermer les robinets quand vous vous brossez les dents. C'est super simple, vous le connaissez déjà, toujours bien de se rafraîchir la mémoire. Deuxième truc que je pourrais vous donner, c'est de prendre une douche au lieu d'un bain. Je sais que, encore une fois, vous le connaissez, mais maintenant, je vais vous donner des statistiques qui pourraient peut-être plus vous convaincre.
Un bain, on parle d'environ 120 à 200 litres d'eau par bain. Une douche, on parle de 30 à 40 litres d'eau. Pour vous donner une idée, un petit verre d'eau que vous buvez, c'est l'histoire de 125 ml, donc environ 0,13 litres d'eau, ce qui est vraiment pas gros. Donc, dans votre baignoire, vous pouvez boire environ 1540 verres d'eau. C'est énorme. Pour ça qu'il faut essayer de vraiment diminuer notre consommation d'eau. Vous pouvez recueillir l'eau de pluie dans une chaudière ou dans un bac, puis après ça, le mettre dans votre arrosoir pour arroser vos plantes. Premièrement, vos plantes sont plus habituées à l'eau de pluie, donc ça va déjà les aider. Ça va être juste bénéfique pour elles. Puis deuxièmement, l'eau n'aura pas besoin d'être traitée, donc il va falloir beaucoup moins de produits, puis elle n'aura pas besoin de passer par 1000 étapes. Donc, on économise sur l'énergie pour l'eau si vous prenez cette eau-là comme ça. Bien évidemment, il y a d'autres trucs que vous connaissez déjà à la maison, que vous pouvez continuer de faire, comme remplir le lave-vaisselle au maximum avant de le décoller, de miser sur une utilisation simple, puis peut-être des fois mettre un compteur d'eau pour limiter l'utilisation de l'eau à la maison. C'est important de conserver notre eau qu'on a parce qu'elle est moins éternelle qu'on le pense, l'eau. Donc, c'est les petits conseils que je vous ai donnés aujourd'hui. Je sais que vous en connaissez d'autres. C'était pas beaucoup, que vous les connaissez déjà, mais des fois, juste faire un rafraîchissement de la mémoire, ça peut aider. Donc, et voilà!